Est-ce que tu peux expliquer concrètement les étapes essentielles d'une division? Mairie, Enedis, compteur, autorisation, urbanisme. D'accord. Et nous, enfin, j'ai pas pris de pince, mais. Donc on est d'accord là pour 3 compteurs, 1800 €, bon c'est correct. Et voilà. Faut être sérieux, organiser, suivre son dossier, relancer le chargé de projet régulièrement comme tu l'as dit. Il faut pas hésiter. Et après tout est faisable. La preuve c'est que ça s'est bien passé, ton expérience. Bon, donc bienvenue voilà, à tous sur cette nouvelle vidéo YouTube. Ne cherchez pas le rapport entre l'investissement locatif et l'oiseau que j'ai sur le bras. On vous le dira juste après. Wow. Oh mais t'es hyper à l'aise en fait. Tu commences lundi. Wow. Là c'est magnifique, hein. Franchement. Donc ça c'est des buses américaines. D'accord. Qu'on a reçues dans notre parc animalier. Elles sont jeunes ou Non, elles sont. Je sais plus quelles elles ont. Ouais, elles sont à taille adulte, plumage adulte. Petit caracara. Ah, là c'est le repas qui attend. Oui, ouais. Ok. Bon, ça ouais, pour les caméras, je sais pas. Majoritairement c'est poussin. Bon, il y a de la souris, il y a du bœuf, mais c'est que de la viande. C'est carnivore strict, les rapaces. Un peu charognard. Waouh. Purée, là c'est costaud. Faites gaffe à l'eau. Voilà, du coup, bah, c'est Condor. D'ailleurs, ça va mieux les chantes depuis du coup, j'ai fait une copro aujourd'hui, j'en fais une demain et j'irai la déposer dans la foulée à la clinique. Parfait. Du coup, là, c'est Condor, c'est des bébés à taille adulte, mais bébés, ils n'ont pas le plumage définitif. Le mâle avait la petite crête là, qui embête la femelle. D'accord. Et considéré comme un des plus gros rapaces au monde, en gros. Merci. Du coup, là, on rentre dans le parc. Donc, sur le parc, il n'y a que du prédateur, sauf la ferme catalane où il y a 2 ânes, quelques chèvres et des brebis là-bas. D'accord. Mais sinon, c'est 100% prédateurs, que ce soit sur les rapaces ou sur les mammifères avec dholes, tigres, ours ou des plus petits, des loutres. Pour appeler l'oiseau, bon là il viendra tout le temps, mais le principe c'est jamais de se mettre derrière le. C'est-à-dire que tu te mets pas la tête derrière ton gant, on se met de profil comme ça, toujours. Alors je passe. On passe tout, vas-y, ouais, viens. Tu restes dehors, après tu peux venir après coup si tu veux. Oh, c'est magnifique. Waouh. Ok, on est enfermé. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. Donc, tu peux ouvrir si tu veux. J'attends. Ouais, dites-lui parce que lui il va être comme une furie. Vas-y, tu peux rentrer Robin, Guillaume aussi, vous pouvez suivre. D'accord. Pas aller sur les pieds, tu remontes là. Waouh. J'attends du coup. Je lui mets pas pour l'instant le bras. Hein. Ouais, alors voilà, il faut pas tendre le bras de suite parce que dès qu'il va tendre le bras, il va vouloir venir. C'est waouh, magnifique. Et là, Daikal. Il a pas vu. Attends, il va venir à toi, il va revenir, il a pas vu le. Non, j'attends. Prends-le, ouais, je sais pas comment Guillaume. On a pas besoin. Daikal. Tiens, tu peux bouger après. Si tu veux. Waouh. Waouh, c'est incroyable. Ça rend trop bien. Plus de poids à saison. Waouh. Donc le mâle avec Guillaume et la femelle avec Océane. Lui il fait 900. Non, il faisait quoi, 850 en poids de vol, 750-800, il a fait 1,1 kg à peu près pour vous donner l'ordre de. Donc beaucoup de plumes par rapport au volume, c'est pas très lourd. Il y a 3 types de couleurs de yeux différentes chez les nocturnes. Vous avez les yeux orange, donc c'est tout ce qui est grand duc. Donc là on en a sur le parc, vous verrez la différence. On a les yeux noirs, donc chouette et frais, et les yeux jaunes. Donc les yeux jaunes, ça va principalement chasser en journée. Et c'est l'inverse, c'est la famille des nocturnes. Les yeux orange c'est crépusculaire et les yeux noirs c'est totalement nocturne. En tout cas, merci beaucoup pour cette expérience. Ok, bonjour Mathieu, bienvenue sur YouTube et merci de nous accueillir dans le parc où tu opères avec les oiseaux. Merci pour l'expérience que tu m'as fait vivre à l'instant, c'était vraiment exceptionnel. On est entre passionnés, voilà le lien qu'il y a pour le départ de cette vidéo. Mathieu, donc je vais te laisser te présenter, qui est passionné bien sûr de volatiles et qui fait son métier depuis de nombreuses années, mais qui est également investisseur immobilier. Voilà. C'est ça. Deux passions. Deux passions également. Deux passions. Alors vite fait pour me présenter, on va commencer par la base. Donc les oiseaux là au parc animalier donc Ecosonia, ça fait depuis mes 18 ans que je travaille avec les animaux dont les oiseaux. D'accord. Et en gros j'ai toujours fait ça. Et en parallèle donc j'ai toujours travaillé les oiseaux et en parallèle, plus ou moins à la naissance de mon premier enfant, donc qui va faire ses 5 ans, là dans pas longtemps, j'ai commencé à investir. Donc je pense que le déclencheur c'était vraiment
ma petite fille qui est née. Bon, avant ça, j'avais quand même fait ma résidence principale. Ouais. Donc, après la résidence principale, voilà, dès que ma femme est tombée plus ou moins enceinte, on a décidé. On pense à l'avenir. Voilà, c'est ça, on pense à l'avenir, au patrimoine, à donner, à laisser quelque chose, etc. À construire quelque chose aussi. Ouais, exactement, et donc je me suis passionné assez rapidement. Alors, ça ne m'a toujours plus l'immobilier, les travaux, je sais un petit peu faire. Donc, je me suis passionné assez rapidement pour l'investissement immobilier, que ce soit pour la fiscalité, même monter les dossiers bancaires, faire les travaux, optimiser le tout. Enfin, il y a toutes les étapes. C'est hyper riche. C'est hyper riche. C'est très varié. C'est très varié et on peut faire la comparaison avec le métier de soigneur animalier. Donc, il faut connaître soigneur animalier qui est un métier très varié et très passionnant dans le sens où on partage beaucoup donc, avec les visiteurs et les collègues notre passion des oiseaux. Et c'est varié aussi parce que quand tu es soigneur animalier, il faut être un peu jardinier, un peu plombier, un peu électricien parce qu'il y a des clôtures électriques, un peu pédagogue parce que tu parles avec les visiteurs et tout ça, enfin, c'est pas un non-sens. Tout va ensemble et l'immobilier, voilà, ça m'a attiré assez vite et maintenant ça va faire 5-6 ans que j'investis à titre personnel et quelques mois que je suis avec Projet Locatif. Avec l'équipe Projet Locatif. Donc là, c'est le début de la vidéo. On va vous mettre quelques images du parc et merci pour cette présentation pour le parc Ecozonia. Donc merci aussi pour ton accueil et l'accueil du parc aussi pour la vidéo. Et puis après, on va bien sûr basculer sur l'investissement immobilier. On va aller sur le terrain. Tu vas nous présenter un de tes projets qui est assez intéressant parce qu'un projet qui peut paraître assez complexe sur le papier, une division en plusieurs logements, une belle bâtisse où tu as géré toute l'opération du début à la fin avec une belle rentabilité et tu vas bien nous décortiquer toutes les étapes. Et pour le coup, c'est un projet de division réussi et j'espère qu'après cette vidéo, ça pourra vous aider aussi à vous projeter dans des projets de division qui sont souvent un peu nébuleux, un peu complexes et tu vas pouvoir nous expliquer les étapes une à une et la facilité finalement avec laquelle tu as réussi cette division aussi. Bien sûr. Donc voilà, comme tu viens de le dire aussi, tu viens d'intégrer l'équipe Projet Locatif. Deuxième passion, après cette première passion, l'activité au parc, et donc où tu vas avoir 90% d'activité au sein de Projet Locatif pour accompagner des clients. Est-ce que tu peux présenter le secteur sur lequel on se trouve et sur lequel tu vas opérer et quel type de projet tu peux proposer à des clients qui souhaitent faire appel à tes services? Ok, du coup ici on est dans les Pyrénées-Orientales, c'est le secteur que je préfère. Moi je suis d'ici, je suis né ici. Même si j'ai tourné un petit peu partout en France par rapport au métier de soigneur animalier, j'ai vu d'autres parcs, mais voilà, je suis revenu ici, donc ça va rester le secteur principal, les Pyrénées-Orientales, un petit peu l'Aude, sur la côte de l'Aude, on va dire où je connais un petit peu, mais vraiment je me focalisais sur les Pyrénées-Orientales et sur les biens. Alors, je suis très immeuble de rapport pour plusieurs points où je trouve que d'avoir plusieurs lots d'un coup ça dilue le risque, il peut y avoir aussi moins d'administratif parce que tu fais tout d'un coup au lieu de faire 3 appartements, tu fais une fois le notaire, tu fais une fois la banque, tu fais c'est le même boulot. Pour 3 fois plus de gains au final. Voilà, c'est ça. Donc quand on a compris ça, on s'oriente plus vers ça. Je ne suis pas fermé aux appartements, je ne suis pas fermé au reste, mais c'est vrai que en fonction des budgets, j'aurais tendance à plus privilégier les immeubles de rapport en règle générale, mais en fait tout est. Si c'est bien ficelé, qu'il y a une bonne rentabilité, pour moi tout est faisable. Donc on peut partir du garage et aller jusqu'à des appartements ou des trucs plus patrimoniaux en fonction des zones. Ici on a la mer, la montagne, qui sont plus chères à l'achat, mais qui sont plus patrimoniales. Bien sûr, donc, avec plus de valeur. Et on peut faire du Airbnb, Airbnb de location courte durée. Puis voilà. Il y a vraiment, on a des Pyrénées-Orientales, on a vraiment beaucoup de choix, que ce soit patrimonial, que ce soit courte durée, longue durée, les zones, etc. Donc c'est assez vaste et je suis ouvert à tout. Préférence pour les immeubles de rapport. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on fait beaucoup sur la chaîne de toute manière. Et le secteur s'y prête parce qu'il y a pas mal d'immeubles aussi intéressants avec des bonnes rentabilités. C'est ça. Et la connaissance du secteur fait que ça te permet de trouver des affaires, etc. Ton réseau, la partie travaux que tu connais, que tu maîtrises bien parce que tu y es passé par toutes les étapes avant et pour garder que le meilleur. Et donc au niveau des rentabilités sur le secteur, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de rentabilité si on veut de la location longue durée, location nue ou location meublée? Alors, à peu près pour donner grosso modo quelques là, de nos jours, on va parler avec les chiffres actuels, etc.
On peut aller jusqu'à 9,5 quand même, brut je parle, de renta, entre 8,5 et 9,5. Après on peut toujours tomber sur des biens à 10,5, 11, hein, c'est un peu plus rare. Voilà, si on fait les travaux, ben, facilement, voilà, ça dépend un petit peu. Mais si on fait tout faire, entre 8,5 et 9,5 brut je dirais. Et après on peut quand même tomber sur des pépites à 10, enfin, comme partout j'ai envie de dire, mais sur des trucs à 10,5, 11 brut. Ça dépend des secteurs. Les secteurs plus ou moins difficiles, c'est vrai. Mais après ça dépend où on met le curseur, comme tu dis. Mais pour avoir des appartements là, un peu comme le projet que tu vas nous présenter juste après, des T2, des appartements, on ne cherche pas de la petite surface, du petit studio, où il y a du turnover, ou voilà, quelque chose qui est assez stable. En tout cas, ce qu'on souhaite faire avec le projet locatif, on ne souhaite pas orienter du tout vers l'hyper rentabilité avec la réalité qui va avec. Donc non, voilà. C'est ça, moi je préfère pas mentir quand voilà, si j'ai des gens qui me contactent, ce qui est le cas, on veut 12 de brut, je dis voilà, c'est pas impossible, mais c'est très dur. Je peux pas, voilà, à part si vous mettez 100 000 € d'apport, et là c'est pas pareil. Exactement, tout dépend du risque qu'on est prêt à accepter. Et ça, chacun fera en fonction de sa situation, ses objectifs et son souhait pour mettre le curseur où bon lui semble. Exactement, mais 8,5-9, c'est vraiment envisageable en mettant l'apport correct, enfin en restant vraiment dans les trucs corrects, c'est vraiment envisageable dans le coin. Bon, très bien, on vous met le lien juste en dessous en description pour ceux qui souhaitent faire appel au service de Mathieu, n'hésitez pas. Voilà, il vient d'intégrer l'équipe et fraîchement intégré, il n'est pas débordé de demandes puisqu'il vient juste de démarrer. Moi, ça va. Donc c'est parfait, c'est le bon moment. Dans quelques mois, ça sera autre chose. Voilà. Donc merci pour cette petite présentation. On fait un petit tour rapide du parc et après on bascule sur ton immeuble. Allez, on fait ça. Allez, merci. C'est parti. Là, on peut avancer un petit peu. Après, là, il y a un peu toutes les bestioles. Il y a les panthères des neiges là. Après, il y a le panneau pédale de la chouette de la Ponte. Bon, c'est pas. Les couleurs sont magnifiques, tu vois. Là, c'est vraiment sympa avec le bleu. Et là, les petites panthères qui dorment, deux panthères des neiges, un petit couple, qui dort beaucoup comme des gros chats. Incroyable, comment ils dorment. Ah ouais, mais ils dorment toute la journée. Ah ouais. Ouais. On a deux espèces de panthères, on a les panthères des neiges et les panthères de l'amour plus haut là. Mais elles, par rapport, elles dorment énormément. Ok. Et après, c'est les aigles, on peut voir les aigles. Donc lui, c'est Pigargue à queue blanche. On le verra pas trop, en plus tu vas voir le soleil de face. Il est énorme. Ouais, c'est un des plus gros aigles européens qui vole super bien avec nous depuis 5 ans aussi. Et c'est lui, il est un peu plus dangereux lui. Il faut une diplôme pour en avoir chez soi. C'est animaux sauvages en fait. Tout ce qui est domestique, tu peux l'avoir comme un chat, un chien domestique. Bien sûr, Dès qu'on passe sur la faune sauvage, il faut un certificat de capacité. Mais je l'ai passé, mais c'est très compliqué. Il faut plusieurs années d'expérience. C'est un gros dossier à monter. Beaucoup d'administratifs, monter à Paris, la préfecture. Enfin, il y a plein de. C'est des gros dossiers, des gros papiers. Mais tout ce qui est sauvage, il faut ce certificat de capacité pour l'avoir chez soi et pour le présenter au public. Donc on apprend qu'il faut encore un truc encore plus dur. Bon, ça lui va bien. C'est sympa, histoire de loge. Et il y en a un peu partout dans le parc. Ouais, là, je sais pas, il y a des gens dedans, tu vois là, les par-dessus les palissades là à droite. Oui. Ben là c'est un loge. Bon, normalement on n'est pas censé voir dedans, donc c'est parce que les gens ils rentrent à 4 heures dedans. En bas là. Là en bas à droite là, tu vois par-dessus dans l'enclos. Ah oui, d'accord, ok. T'as deux grandes vitres. Là tu vois quelqu'un qui passe là. Ouais, ça c'est des clients qui dorment là, qui ont vu sur l'enclos des dôles et derrière l'enclos des tigres. T'en as un là-haut. Excellent. Tu le vois là-haut, l'enclos des tigres à droite, là ça en a un aussi. Oui. Qui que sur l'enclos des tigres, il y en a 3 sur les tigres. Et un autre qui est à côté. Bon, on va descendre. Donc voilà, en gros, les gens ils rentrent là, c'est pour leur lodge, ils ont ce bâtiment qu'on a vu, il y a 100 mètres carrés, là ils ont vu sur les 2 enclos, et il y a un autre aussi. Ça c'est une expérience à faire super je trouve. Ouais, et ça marche bien, ça marche super bien. Mais moi ça me donne trop envie. Ça me donne trop envie en famille. Et chacun a son thème. Celui-là c'est le thème sous-marin, donc parce qu'il y a le bac d'eau, je sais pas quoi, il y a le KGB avec les panthères, il y a la yourte là-haut. Donc quand on parle de logements insolites, il y a de l'immobilier ici aussi, partout. Il y a de l'immobilier partout. Donc là on vient de passer, il y a plusieurs lodges qui sont magnifiques avec des grandes vitres qui donnent sur les animaux. Exactement. Et bon, on en parlait un petit peu, et en termes de rentabilité, c'est vrai que c'est ce qui rentabilise aussi le parc, l'investissement. Et là, on est dans une expérience insolite, super intéressante, encore une fois.
Et donc, on en revient encore une fois à l'immobilier, il y en a partout. Il y en a partout. On en a besoin, et même dans l'insolite. Dans l'insolite. C'est elle qui gère les lodges. Ah ok, super. Ah ben, on parle d'immobilier. Parfait, pour l'interview, c'est impeccable. Bonjour. Donc effectivement, il y a de l'immobilier partout. Et là sur le parc, donc c'est un parc animalier, comme beaucoup de parcs animaliers, mais le directeur a voulu créer ces logements insolites, on appelle ça des logements insolites, mais un peu haut de gamme. Dans le sens où c'est vraiment des bâtis en dur. Souvent, quand on parle de logement insolite, on a tendance à avoir des bulles, des roulottes, des yourtes, ce qui est très bien. Je trouve ça génial aussi. Ouais. Mais là, c'est un concept similaire mais différent à la fois, où c'est des logements d'un peu plus de 100 mètres carrés en général, allant de 2 à 6 personnes, 8 pour le logement des ours, et vue sur les animaux, comme tu as dit. Donc, ça dépend des espèces. Voilà, ça, il faut regarder sur le site. Voilà, il y a plusieurs espèces avec lesquelles on peut dormir en toute sécurité. Ça peut être une autre expérience, énormément. Ça peut être moins agréable. De moins fun. Et effectivement, c'est ce qui permet d'avoir la rentabilité du parc qui augmente vachement par rapport si on avait que les entrées de visiteurs lambda pour une visite lambda. Donc ça arrondit bien. Alors je ne suis pas dans tous les chiffres, mais... Oui, mais bon, voilà, c'est pour dire, c'est vrai qu'on en revient, l'immobilier c'est rentable, l'expérience se paye aussi, etc. Voilà. Et on est dans du commercial, on va dire, et c'est pareil, dans le commercial, on va extrapoler un peu dans tout ce qui est bâtiments commerciaux, industriels, mais souvent, les gagnants, c'est les propriétaires des bâtiments. Quand on voit le montant des loyers, là c'est pareil, c'est des montants assez élevés à la nuitée, mais ça les vaut complètement, c'est une expérience, il y a de la demande, et ça se loue très bien. Ça se loue très bien. Donc on en revient, être propriétaire de la terre, du bâtiment, achetez-en, on a arrêté d'en faire. C'est le nerf de la guerre. Non mais c'est clair, c'est super bien le concept. Et comme je disais, il n'y a pas de classe sociale spécifique qui vont venir, c'est pas que des gens très aisés qui vont venir passer la nuit là. Il y en a qui se font des plaisirs d'un soir. Et bien sûr, c'est extraordinaire. Le cadeau de l'année, on y vient en famille, hop, ou le nouvel an, il y a le même nouvel an, bon bref, il y a. Ah mais moi j'ai envie de venir avec ma famille pour vivre cette expérience, je trouve ça unique en fait. Voilà, c'est ça fait dans le prix quand même, il y a les 2 jours au parc, donc les gens arrivent la veille, ils repartent le lendemain. Ils arrivent quand ils veulent la veille, quand ils veulent le lendemain, sachant que le parc est petit, donc le parc ne nécessite pas 2 jours de visite, mais bon, au moins il y a le choix. Ouais, et après, de 16h du soir à 11h du soir, ils ont accès à leur lodge, à 11h du matin, pardon, de 16h à 11h du matin, ils ont accès à leur lodge, ils font ce qu'ils veulent avec la nourriture dedans. C'est génial, c'est sympa, super. Non, c'est vraiment bien. Bon, on est un peu essoufflé parce qu'on vient de monter une côte. C'est ça. Mais c'est c'est pas grave, on a encore de l'énergie pour aller sur l'immeuble maintenant. Allez, on part sur l'immeuble, vous tentez le petit projet, enfin petit, ça dépend. Ouais, pas mal, franchement, accessible. Voilà, accessible et quand on veut, on peut. Exactement. Allez, on y va, c'est parti. T'es chargé, hein? T'as le matos. En tout cas, la rue, elle est belle, hein? Donc Mathieu, on se retrouve devant ton immeuble donc pour nous présenter ce beau projet. On a découvert ta première passion juste avant et voilà la deuxième. C'est ça, la deuxième. L'immobilier, l'investissement locatif. Exactement, donc la deuxième que j'ai fait au début en même temps que ma première passion qu'on a vu tout à l'heure et que je compte développer beaucoup plus dans les années à venir. Du coup, là, derrière, c'est un bien qu'on a acheté avec ma femme l'année dernière. D'accord, très bien. On a acheté en nom propre. Et c'est un bien qui était une grosse maison, comme on peut le voir, mais qui n'était pas du tout un immeuble. Donc c'est. D'accord. On va dire ma femme, je la mets tout le temps dedans parce qu'elle est là, mais elle fait. C'est vraiment un projet à deux. C'est un projet à deux, mais impliquée dans le projet. Elle est impliquée, en fait, elle aide à avoir les crédits à la banque entre guillemets, mais elle est pas. Oui, c'est important. C'est important, sans crédit, on a malheureusement rien. Donc grâce à elle qui est fonctionnaire, du coup, c'est un petit plus. D'accord. Du coup, elle me fait confiance, donc voilà. C'est bien, super. Comme ça, elle me laisse gérer et ensuite, donc avec son père, donc mon beau-père, on a fait tous les travaux sur cet immeuble qui était donc une maison à la base, une maison de village. D'accord, très bien, vous avez entièrement transformé. On va reprendre l'histoire complète du projet pour situer où nous sommes aujourd'hui sur ce projet-là, pour décrypter un petit peu la ville, le secteur, la taille aussi. Et est-ce que tu peux avancer déjà quelques chiffres, même si à la fin de la vidéo, je mettrai bien sûr toutes les données financières du projet, mais quelques chiffres sur le coût d'acquisition, le montant des travaux et les revenus locatifs actuels, puisque tout est loué. Ouais. Voilà. Tout est donc loué. On va pouvoir intégrer dans la vidéo tout le processus un petit peu
d'acquisition, de travaux, etc., tout le process. Mais voilà, est-ce que tu peux déjà nous situer Du coup, dans les Pyrénées-Orientales, le chef-lieu le plus connu souvent c'est Perpignan, donc la grosse ville du coin qui a un peu plus de 150 000 habitants si je dis pas de bêtises. Et ici, donc, on est à Y-sur-Tête. C'est vraiment dans la continuité, ça s'appelle la plaine du Roussillon. Donc voilà, ensuite, si on continue, on va vers la montagne. Et donc une ville entre 6 et 7 000 habitants. Donc j'ai pas les chiffres exacts. Très bien, donc vraiment une petite ville. Ouais, quand même. Hein, ouais. Voilà, il n'y a pas non plus énormément d'habitants, ni de très grosses agglomérations autour. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de tensions locatives, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de recherches dans le coin. Et c'est une des plus grosses du coin. Après, il y a plein de petites villes qui périphériques autour, mais c'est une des plus grosses du coin. Ce qui permet donc d'avoir des prix accessibles à l'achat du bien. Oui. Et pour vous donner l'exemple de l'immeuble qui est là, on l'a acheté à 110 000 euros. Donc à l'heure actuelle, il y a 3 appartements de 45, quasiment 50 on va dire. Allez, on va dire 150 mètres carrés sans compter les communs et la cave, et le garage qu'on a transformé en 3 caves. Où pareil, il y a 40 mètres carrés, donc je crois que si on prend toutes les surfaces, on n'était pas loin des 200 mètres carrés quand même. D'accord, à exploiter. À exploiter, voilà. D'accord. À la base, c'était tout un seul bien, une maison d'habitation entière, voilà, avec un seul compteur Linky, un seul compteur d'eau, vendu par un propriétaire qui avait comme objectif de faire ce qu'on a fait nous avec ma femme, c'est-à-dire le diviser en 3 logements. D'accord. Donc à l'acquisition, déjà, il y avait on va dire le gros œuvre extérieur fait, c'est-à-dire la façade, on voit les gouttières neuves, c'est pas nous, le toit a été refait neuf aussi, il y a la terrasse qu'on verra peut-être avec le drone qui était neuve aussi, qui était faite neuve. Donc, super, donc tous ces travaux-là ont déjà été faits. Le double vitrage a été fait. Même à l'intérieur, il avait prévu déjà les tapés de 12 pour mettre le placo, c'est-à-dire je sais pas si les tapés, mais je sais pas comment l'autre va, c'est-à-dire qu'il avait déjà prévu de quoi plaquer. Donc c'est déjà ça de fait. Ouais, c'est déjà ça de fait. Donc il y avait le petit décalage de 12 cm pour l'isolation, le placo et l'électricité, passer ce qu'il avait besoin de passer. D'accord. Bonjour. Et pourquoi il n'a pas fait le projet Alors, c'est ce que je disais. Beaucoup de croyances limitantes et de mauvais conseils, je pense. Monsieur de certain âge déjà pour commencer, donc je pense pas trop envie de se prendre la tête. Il n'a pas continué pour 2 raisons principales. Le budget des travaux. Donc, il avait mal estimé peut-être au départ. Mal estimé, je pense. Il avait commencé à faire à l'extérieur et après il a fait un devis. Je pense qu'il y a l'âge qui joue, peut-être des artisans mal intentionnés aussi, qui ont peut-être gonflé les chiffres. Donc il y a ce côté-là qui l'a un peu refroidi. Et le deuxième côté, je pense, c'est son entourage qui a dit les locataires c'est chiant, ça paie pas, ça casse, tu vas te prendre la tête pour rien. Les bons conseils. Attention, il faut en parler aux bonnes personnes. Hein. Voilà. C'est toujours ça malheureusement. Ils ne sont pas forcément les plus proches de nous, malheureusement. Et ceux qui font le moins souvent, on est conseillé des fois par des personnes qui font rien au repas de famille. Voilà. Ouais. Donc c'est intéressant d'avoir justement ton expérience sur ce type de projet. Parce qu'on peut en avoir une idée de se dire c'est difficile, c'est compliqué, il y a beaucoup de démarches. Et toi, justement, de par ton expérience, tu vas pouvoir apporter ton vécu, la façon dont ça s'est passé et les bonnes pratiques qui font qu'un projet réussi ou les dangers peut-être à éviter sur ce type de projet. Donc juste avant ça, est-ce que tu peux reprendre, parce que je pense que tout le monde attend les chiffres. Alors on était parti sur le prix d'acquisition 110 000 euros, 3 lots. 3 appartements, 3 lots, donc il y avait T2. 3 lots, 3 T2 exact, dont un peu plus grand en haut avec une mezzanine, mais c'est quand même un T2, donc il y a une chambre, une grande pièce à rire, mezzanine et la terrasse. D'accord. Et du coup, alors montant de travaux et le montant des loyers. Montant de travaux, nous, comme on a tout fait nous-mêmes avec mon beau-père, donc ça nous a pris 1 an de travaux que sur les jours de repos, donc on va dire 2 jours par semaine, donc on y allait à chaque fois sur les jours de repos. 50 000 euros. De travaux. Ouais, c'est pas beaucoup. Après, on a tout compris, c'est-à-dire qu'il y avait les compteurs Enedis, sur 50 000 euros, il y a au moins de raccords, il y a 4 000 euros d'Enedis, 2 000 euros d'eau, parce qu'on a fait des compteurs individuels. Donc juste ça, voilà, en gros, pour compter, on a 13-14 000 euros par appart. C'est très bien, ça donne une idée. De toute manière, quand on fait les travaux soi-même, en général, on multiplie par 2 quand on les fait faire par un artisan. Donc vous pouvez compter à peu près 100 000 euros si on fait faire par entreprise. Ouais, 100. Du coup, 3 lots. Et pour le budget, donc 50 000 euros comme on disait, et comme tu dis, je pense qu'on peut faire x2, x2,5 si on peut faire par des artisans. Oui. Ça dépend, le monsieur donc, qui vendait, lui il avait 150 000 euros, donc x3 quasiment. Et je pense que c'est pour ça que les artisans étaient un petit peu, un peu joueurs. Oui, après il faut trouver les bons artisans qui nous comprennent, les investisseurs, ce qui n'est pas évident aussi. C'est pas facile. C'est pas les grandes entreprises tout corps d'État, c'est souvent des petits artisans qui acceptent aussi de faire un effort. Là, je pense, sur leur prix. Voilà, si on prend quelqu'un qui gère tout avec
avec un mètre d'œuvre et tout. C'est ce qu'il a voulu prendre, je pense, ce monsieur pour être tranquille. C'est sûr que ça gonfle avec le mètre d'œuvre qui doit passer, etc. Et donc, il s'est retrouvé dans cette situation. Et pour finir, donc sur les petits chiffres, pour les loyers, on est en gros à hors charge. Le dernier, c'est 585 et les deux autres, c'est 485, 485 hors charge. Donc le dernier est un peu plus cher par rapport à la terrasse, la mezzanine il est un peu plus grand. Et c'est du meublé. Donc tout est neuf. On le verra sur les photos ou un petit peu dans la cage d'escalier. Parfait. Mais voilà, c'était nickel, tout est neuf. Donc coût total du projet un peu moins de 200 000 €. Ouais, c'est ça, avec les travaux, les meubles, tout compris. C'est ça, on était 110, 172 je crois. 172, on va dire moins de 175 000 €. Ouais. Ça fait vraiment pas cher pour 3 appartements rénovés, équipés. Rénovés et neufs de tout, cuisine. Très bien, pour à peu près 20 000 € de revenus annuels. À peu près, du coup, on est autour de 19 000, je crois. Ouais, donc c'est ça, un peu moins de 20. Un peu moins de 20 000 hors charge annuel. Donc super rentabilité. Boosté parce que vous avez fait les travaux aussi. Voilà, le gros plus, c'est ça. Ça demande du temps, de l'énergie. Après, moi, c'était pas la première fois que j'en faisais, donc j'étais assez serein sur ça. Et la renta, nous on la trouve là. Après on aurait fait faire, on aurait eu de la renta moindre, mais il y aurait eu de la renta, mais sûrement un petit peu moindre. Mais voilà, après, où il y a le compromis, faire un peu de travaux, faire aux artisans, les gens qui sont un peu à l'aise, faire un peu de travaux et faire aux artisans. Faire des choix. À ce moment-là, il peut y avoir des compromis effectivement. Quand je vois combien les gens prennent pour casser, démolir et évacuer les gravats, tu te dis des fois ça vaut le coup de passer des week-ends à s'énerver sur des murs. Ça défoule en plus. Donc non, très beau projet. Et pour rentrer dans le détail, au niveau des étapes pour la division, est-ce que tu peux expliquer concrètement les étapes essentielles d'une division? Mairie, Enedis, compteur, autorisation, urbanisme, voilà. Est-ce que tu peux synthétiser le process? Ouais, on a eu pas mal d'étapes parce que le dernier étage était un grenier. Donc déjà, on a dû créer une surface habitable. D'accord. Donc permis de construire parce que ça faisait plus de 20 mètres carrés quand voilà. Il y a la déclaration préalable et au-dessus de 20 mètres carrés, c'est permis de construire. D'accord. Que j'ai fait moi-même. Parce que voilà. Pas trop compliqué. Non, ça a été ça va. Ouais. C'était pareil, j'en avais fait un autre avant, une autre déclaration préalable. Après, c'est trop compliqué, on peut le déléguer, ça coûte 1000 € de faire même pas. Enfin, ça dépend des prix. Oui, c'est pas ça qui doit bloquer le projet. Non, c'est pas ça. On trouve des solutions. Voilà, on trouve des solutions pas trop excessives, mais bon là, je me suis dit, je vais le faire. Je l'ai monté, c'était pas énorme. Donc, première chose, c'était valider le permis de construire, donc avec la division. Et souvent, un problème qu'on a dans le coin, c'est peut-être national en France, c'est que quand on crée du logement, il faut souvent créer du stationnement. Exactement. C'est souvent ce qui est demandé par l'urbanisme, suivant le plan local d'urbanisme. Exactement. On a la chance d'avoir beaucoup de parkings publics pas gratuits, quoi. Donc c'est l'avantage, c'est pas de stationnement à créer. Très bien. C'est pour ça qu'on a fait. C'est la première question que j'ai posée en gros pour le process, c'est je divise. J'ai appelé l'urbanisme de I sur tête, je vais diviser en 3 logements, il y en a un, donc je vais créer 2 logements. Quelles sont vos réglementations? Ils m'ont dit un local poubelle. Super. Mais ça c'est super des communes comme ça en fait, parce qu'elles sont contentes aussi d'avoir des investisseurs qui viennent créer des logements. Exactement. Puisqu'on manque, comme tu dis, il y a de la tension locative, il y a des gens qui veulent venir habiter ici et qui ne trouvent pas de logement. Donc ou quand on a des investisseurs pas de bonne qualité, quand on veut faire les choses bien, ça fait plaisir d'être bien accueilli sur des secteurs où on nous facilite les choses et au contraire on ne nous met pas des bâtons dans les roues. C'est vraiment un confort de ne pas créer la place de parking, une place de stationnement parce qu'après tout est possible. Oui, là ça aurait été moi je pense que je ne prends pas le projet concrètement. Et malheureusement dans beaucoup de communes c'est le cas, ils disent voilà, si on crée, il faut créer une place de parking. Donc voilà, bien à demander l'urbanisme ça. Et après les deuxièmes étapes, les étapes qui sont arrivées assez vite, c'est Enedis pour les compteurs Linky. J'ai vu ta vidéo. Oui, voilà. Il y a eu quelques commentaires qui n'encouragent pas effectivement à se lancer dans la création. Tu as totalement raison, c'est très long. Alors la chance ou pas, c'est qu'on a fait les travaux nous-mêmes. Donc moi j'étais parti sur 18 mois de travaux, on a fait 12, tant mieux. D'accord. Mais j'étais parti sur 18 mois, donc quand j'ai vu Enedis, je lui ai pas dit t'as le temps, parce que si je lui dis ça, il va me mettre 2 ans. Oui, bien sûr. Je lui ai dit, donc on fait les travaux, nous on fait ça, il est venu assez vite, on a acheté, j'ai réussi à le faire venir assez vite pour qu'il me dise où est-ce qu'il voulait les GTL, donc les GTL pour faire simple, là où il y a le tableau électrique et la goulotte et le tableau électrique dans les logements, pour mettre le compteur à côté, parce que les compteurs Linky sont dans chaque logement. Il nous a obligés, et c'est peut-être la norme maintenant, d'avoir, avant on pouvait mettre tout en bas au même endroit. Là, il faut le compteur Linky dans chaque logement. Bon, il est commun et en bas. Maintenant, c'est obligatoire comme ça. Je crois que c'est ça, c'est obligatoire comme ça. Donc, il est venu en amont. Comme ça, on a vu un petit peu où il voulait ces fameuses GTL avec le tableau, le compteur et son disjoncteur. Oui. Et à partir de là, je lui ai dit, voilà, nous, dès qu'on est sur la fin, je vous recontacte pour venir poser le consuel.
je contacte le consuel, dès qu'on a le consuel validé, vous venez mettre le jus, quoi, entre guillemets, les tableaux et le jus. Donc c'est pas compliqué, c'est juste il faut prendre le temps, il faut lancer les démarches assez vite, je pense, pour qu'ils engrangent la chose, qu'ils la digèrent, qu'ils commencent à travailler dessus, et après ça se fait doucement. Pour moi ça se fait doucement, mais c'est sûr que ça peut être un petit peu des freins, mais ça se fait si on lance la démarche assez vite, ça se fait étape par étape, et voilà. Il faut être sérieux, organiser, suivre son dossier, relancer le chargé de projet régulièrement, comme tu l'as dit. Il ne faut pas hésiter. Et après, tout est faisable. La preuve, c'est que ça s'est bien passé. Ton expérience, moi, ça s'est très bien passé. Alors, tu t'es impliqué dans cette démarche, mais ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est super bien passé, franchement, pour le coup. J'ai rien à redire sur Enedis. Bon, ça fait plaisir à entendre aussi. On a commencé tôt, on avait 1 an, donc voilà, ils sont tombés pile poil, et à la fin, je lui ai dit, là, on a fini, ça fait 10 mois qu'on est en travaux maintenant. Je t'ai prévenu, t'actives, et il a activé de suite, le monsieur. C'est-à-dire qu'il est venu, nous on avait tous les consuels, on était tout nickel. Donc, Mais toi, dans le travail que tu as fait pour Enedis, tu leur as mis à disposition les emplacements pour pouvoir alimenter chaque appartement, chaque compteur, c'est ça? Ta partie à toi, c'était ça. Et leur partie, après, c'est de raccorder. Pas grand-chose. Non, pas grand-chose, ça s'est bien passé. Super. En gros, ok. Alors, j'ai rien contre Enedis, mais pour être honnête. Et encore 4 000 euros. 4100, je crois, pour 3 compteurs du coup. Ok. Ouais, 3 compteurs, mais ils font rien. Enfin, je suis désolé, mais j'ai dans ton expérience, dans cette configuration-là. Ouais, mais partout, il faut arriver, s'il y a une colonne montante, c'est l'électricien qui l'a fait. Il faut mettre à disposition. Dans les murs, c'est nous qui. Enfin, on a fait le plus dur, ils arrivent, ils ont tiré bien sûr les gaines. Le tableau, c'est nous qui l'avons encastré. C'est pas qu'ils ont rien fait, mais ils ont alimenté. Par rapport au travail que nous on a fourni, 4 000 euros c'est bien payé, je veux dire. C'est bon. Mais de toute manière, on n'a pas le choix. Non, voilà. Eux, là, ils ont le monopole, comme tu as dit, et on passe par eux, et voilà. Et ils ont profité, bon, je vais pas trop râler, de mon truc du fait que j'en rajoute de compteurs pour dire que le réseau est trop surchargé, donc ils ont. Normalement, c'est pas moi qui le paye, j'espère pas, mais ils ont augmenté le réseau la puissance un peu plus loin. D'accord. À cause ou grâce à nous. Alors ça, justement, je vais faire une petite aparté sur cette augmentation de puissance, parce que je suis en train de me positionner sur un immeuble qui a un chauffage collectif. Bon, rien à voir, on sort un peu du cadre, mais pour parler avec Enedis, on a souvent cette problématique dans le chauffage collectif. On veut rester en individuel pour éviter d'avoir des charges trop élevées et avoir des loyers, si possible, plus élevés. Et donc, on va tout passer en individuel électrique. Mais évidemment, la puissance de l'immeuble va être augmentée, puisque chaque compteur d'appartement va être augmenté en termes de puissance. Et là, Enedis peuvent venir nous voir en disant « Attention, on a une alerte, la section de câble d'alimentation ne permet plus l'alimentation de l'immeuble. » Et jeune investisseur, on en apprend tous les jours, franchement, ça vient pas de moi. C'est les parents d'une amie qui ont étudié la question et qui ont fait poser des délesteurs. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais moi non plus je sais pas du tout. Voilà, on apprend tous les jours. En fait, c'est un boîtier qui va se mettre donc au niveau du tableau électrique et au niveau du compteur donc Enedis pour garder une puissance basse au niveau du compteur et privilégier certaines sources d'énergie que d'autres. Par exemple, quand on a une machine à laver qui tourne, la machine va être bien sûr privilégiée. Et le chauffage électrique va être mis en secondaire. Et comme ça, en fait, ça déleste certains postes pour en privilégier d'autres. Et ça permet de garder des abonnements bas pour avoir une organisation de régulation interne. Au lieu d'avoir des 9 kV, il y a des 6 kV partout et on peut organiser le truc. Exactement. Et donc voilà, j'en parle là aujourd'hui parce que j'ai appris ça hier. Et j'ai trouvé que l'idée était intéressante parce que tu parles de section de câble d'alimentation de l'immeuble. Et c'est une solution qui peut être... Oui, de garder le même abonnement de 6 kV au lieu de passer à 9 que c'est un peu exactement. Et on met le délesteur et qui permet de privilégier certains postes dans l'appartement. Par exemple, le ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude, pour le faire chauffer, ça va être secondaire. Ça va être en second plan après la machine à laver. En deuxième plan, il y aura les radiateurs. Enfin voilà. Il y a toute une organisation pour pas que ça dépasse. Ça permet de conserver les puissances et d'éviter les problématiques de travaux d'Enedis. Ça coûte cher, surtout les changements de section de câble, ça peut coûter. Voilà, exactement. Donc, on trouve des solutions à chaque fois. Donc, c'est ce qu'il faut. Donc, on a dit effectivement la mairie, Enedis. Ensuite, pour faire bien les choses, j'ai voulu mettre des compteurs d'eau individuels, donc pas un principal et des divisionnaires. Donc comme tu dis, je voulais baisser les charges, avoir quasiment aucune charge. Donc on a fait l'eau. L'eau, donc ici, c'est la mairie de I qui s'en occupe. Des fois, il y a la SOR, etc. Donc ici, c'est vraiment la mairie elle est juste là-bas. La mairie est là-bas et le coin pour l'eau, elle est juste à côté aussi. Ah bah, c'est pratique. Donc alors c'était juste à côté. J'allais à pied quand j'avais un truc, etc. Il n'y avait aucun souci. Donc ils sont venus, pas trop, 1800 €, je crois. Ça s'est bien passé, rien de très compliqué. En fait, il a fallu tirer les alimes. Voilà, pareil, on leur a. Enfin non, ils ont quand même cassé là. Ils ont ceux qui ont fait tout le truc là. D'accord. Et nous, on a. Enfin, j'ai pas pris de pince, mais
Donc on est d'accord là pour 3 compteurs, 1800 €, bon c'est correct. Non, ça va. Ok. Ah, très bien. Ah parfait. 1, 2, 3. Ok. Avec l'arrivée, s'il y a un souci, ils peuvent couper. Donc ça, c'est les 3 compteurs d'eau. Alors au début, je trouve pareil, parce qu'ils ont leur réglementation, ils devaient les mettre pile poil devant la maison, je sais pas quoi. Par là, enfin bref, pas au bon endroit. D'accord. Et nous, on le voulait absolument là, parce que là, en fait, il y a une cave, une ancienne cave à charbon, ils chauffaient comme ça, ils mettaient le charbon là. Et moi, je voulais la condamner. J'ai mis tous les graviers de l'immeuble dedans déjà pour commencer. Donc elle faisait 1,80 m, elle fait plus que. Il ne reste plus que 60 quoi, donc il y a 1,20 m de gravier. Okay. Et je voulais la commander, enfin bref, il n'y avait pas d'intérêt. Donc, et j'ai fait passer mes réseaux d'eau, etc. Donc je voulais absolument que l'eau arrive par là. Et donc on a un peu négocié avec le technicien. On m'a dit devant la maison, c'est devant la maison. Il a dit s'il vous plaît, en fait 3 mètres de plus, je vous donne il ne va même pas nous changer de prix. Hein. Oui, et comme ça, nous, ça nous facilite la vie parce que sinon tirer. Enfin bref. Bien sûr. Donc là en fait, il y a une cave. Qui est condamné avec pas mal de gravier. Il y a tous les réseaux d'eau, enfin les 3 alimentations d'eau qui arrivent. Et après qu'on dispatche dans les caves qu'on a créées avec les bon, je vous expliquerai quand on sera. On ne pourra pas rentrer dans les caves, mais devant, je pourrais vous expliquer un petit peu. Super. Et donc voilà, niveau administratif. Oui. Et pour finir, permis de louer quand même. Ah oui, ici on est en permis de louer, en secteur permis de louer. Ça c'est à la fin. Ok, intéressant à savoir. Donc la dernière étape, oui, tu disais, donc permis de louer. Dans cette commune, c'est pas partout, mais c'est de plus en plus, il y en a de plus en plus. Et pour le coup, je trouve ça bien par rapport aux mauvais propriétaires. Bien sûr, de mettre ça en place pour les locataires. Donc le permis de louer, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, souvent de la mairie, qui vient vérifier les logements qui soient décents. Et il y a quelques lois. Quelques règles qui sont plus ou moins contraignantes pour le propriétaire et pas forcément super pertinentes, mais il faut quand même les appliquer. Typiquement, alors on peut prendre un peu de recul, je te montre, j'ai dû mettre des garde-corps. Je sais pas si tu vois les barres à fer. Ah oui, je vois les rajouts. Les rajouts. Donc ça, donc là, parce que bon, lui, il manquait de 2 cm. Les autres, ils sont un peu plus chauds, mais il manquait 2 cm. Donc j'ai mis pour arriver au 1 mètre. La règle, c'est la règle. La règle, c'est la règle. Et là, pareil, parce que la loi était dans mon sens, mais j'ai pas voulu faire d'histoire. En fait, si on a un mur de 60 d'épaisseur, le garde-corps, enfin le bas de la fenêtre peut être à 80 du sol, au lieu de 1 mètre. La norme c'est 1 mètre. D'accord. Donc là, comme les murs sont profonds de 60 en gros, et que c'était à 85, on aurait pu laisser comme ça. J'ai préféré mettre une barre pour dire qu'on est à 1 mètre. Oui, mais la loi, c'était normalement, j'étais dans la loi, mais qui peut le plus peut le moins, comme je dis. Et pour éviter les embrouilles, parce que voilà, c'est pour pas dire. Oui. Elle aurait pu faire prendre du retard. Ça pourrait être la pire chose qui arrive pour un investisseur, c'est un drame humain. En fait, moi c'est ça. C'est vraiment le truc où on se dit putain merde, je suis responsable, ou j'aurais dû faire quelque chose. Pour une demi-journée de travail, j'aurais dû dire, tout à fait. Donc, pas très cher. Je pense que c'est bien. Donc, partout, à part là-haut où c'était à plus de 1 mètre, le seuil des fenêtres, sinon on a mis ces garde-corps en plus. Et après, ils vérifient qu'il y ait la VMC, que le DPE, que ce soit dans les bonnes lettres. Donc là, ils sont tous en D. J'aurais espéré plus, j'avoue, mais parce que c'est bien isolé, c'est bien travaillé. Mais bon, c'est des petits logements. On a mis des gros. Alors, je me suis fait taper sur le doigt par le diagnostiqueur parce qu'on a mis des gros chauffe-eau par rapport au volume de la pièce. Du coup, ça consomme trop d'élec. Ça pénalise le DPE, effectivement. La VMC, pareil, il m'a dit, la VMC, ça dépend quoi. C'est bien pour le permis de louer, mais nous, on le prend pas trop en compte, c'est pas trop bien. Les chauffages à inertie, on a mis des bons chauffages à inertie exprès pour. Voilà. Bon, ça augmente pas trop la note, là, à part mettre des pompes à chaleur, en gros, voilà. Donc, pour le permis de louer, si on récapitule, il y a la sécurité des personnes. Donc, tout ce qui est garde-corps. Hauteur des garde-corps, espacement des barreaux. Dans les escaliers, tout ça, c'est super. Espacement des barreaux, ça c'est vraiment le truc. Même pour nous, comme tu dis derrière, pour nous c'est bien de dormir sur notre oreille, qu'il n'y ait pas d'incident dû à notre manque de vigilance. Oui, tout à fait. Ça serait la pire des situations. C'est ça. Tout ce qui est électrique aussi, il faut que tout soit aux normes. Je pense que le disjoncteur, 30 mA, des choses comme ça. Après, le vérifie. Bon, moi j'avais des consuels. Donc il n'y avait pas de problème. Mais je le dis pour d'autres, et voilà, pour connaître un petit peu, effectivement, il y a ces conditions-là de la sécurité électrique. L'électricité. Et après, effectivement, tout ce qui est humidité. Voilà, travail de l'humidité. Alors, VMC, a priori, c'est pas obligatoire s'il y a une bonne ventilation. Naturelle. Voilà, naturelle, ça peut passer aussi. Mais effectivement, moi, je peux que conseiller de mettre des VMC. Et finalement, comme tu dis, ce permis de louer, moi, je trouve ça bien pour les investisseurs comme nous. On fait des choses neuves, de qualité. Mais en fait, ça élimine des anciens investisseurs qui avaient d'autres méthodes. Ou même des investisseurs d'aujourd'hui qui ont d'autres méthodes. Ah oui, moi j'ai visité des immeubles récemment, là, des immeubles où tu te dis comment dans les secteurs où il y a de la tension locative, en fait, moi je trouve que c'est bien parce que s'il y a un permis de louer, c'est qu'il y a de la tension locative parce que
il y a des marchands de sommeil. Ah Ce oui. permis de louer est mis en place parce qu'il y a des marchands de sommeil. S'il y a des marchands de sommeil, c'est qu'il y a de la demande. C'est l'offre et la demande. Donc si ça marche, eh ben, c'est pour ça qu'ils viennent réguler. Donc ça veut dire que c'est un bon indicateur pour investir sur des secteurs où il y a des permis de louer. Voilà mon analyse. Hein. Non, mais c'est totalement ça. Après, on peut le voir comme une contrainte dans le sens où il y a quelqu'un qui vient vérifier, mais quand tu fais bien les choses, en fait, tu t'en fiches que quelqu'un vienne passe derrière toi. Quoi. En gros, c'est assez simple. Un coup de fil à la mairie, ils viennent, une visite simple. Une demi-journée pour les 3 appartes là. Voilà. C'est une dame qui est venue. C'est payant d'ailleurs, je sais pas. Non, c'est pas gratuit. Ouais, c'est pas payant. Non, c'est pas payant. Elle vient et après tu as le petit tampon. Ou s'il y a des trucs, moi il manquait sur le dernier, il y a un petit escalier de 3 marches. Hein. Et j'avais pas mis de garde-corps parce que c'était pas très haut. Elle m'a dit mets un garde-corps là. Je dis ok. Elle n'est même pas venue vérifier. Elle m'a dit sur photo. Je lui ai fait les photos, je lui ai envoyé. Très bien. Et c'est parti, et c'est nickel quoi. Donc voilà. Sur l'administratif, c'est vraiment c'est le dernier point, c'est le permis de louer. Très bien. Franchement, très très bien. Donc permis de construire. Déclaration préalable de travaux, j'imagine, pour les 2 autres parties, puisqu'ils étaient déjà en habitation, ou permis de louer pour les 3 logements? Non, permis de louer pour les 3. En fait, les 3 logements. Permis de construire pour tout, ouais. J'ai fait Pardon, moi qui m'en mêle. Permis de construire pour la totalité. Comme il y avait une création d'habitable de plus de 20 mètres carrés, j'ai fait un permis de construire qui englobe la division, la totalité. Voilà, exactement. Donc, permis de construire pour la totalité. Enedis, l'eau. Et le permis de louer pour conclure la chose. Bon, quand on t'entend parler, ça a l'air simple. mais bon, il y a un peu de papier quand même à remplir. Il y a un peu de papier, il y a un peu... Bon, mais c'est bien, franchement, le résultat est top. C'est étape par étape. Et en termes de travaux, je pense que c'est surtout à traiter, je ne sais pas comment tu l'as traité, c'est l'isolation. Ouais. Peut-être pour séparer les logements, comment tu t'y es pris? Alors nous, on a... Naturellement, c'était assez délimité, à part le dernier, on a dû quasiment englober la cage d'escalier, mais on le verra peut-être. Mais après, j'ai fait double isolation pour les parties communes, entre guillemets. J'ai mis 2 fois 120, c'est-à-dire on avait des panneaux de 120, donc on a mis 240 d'isolation, avec une phonique au milieu, donc s'il faut, il y a quasiment 300 d'isolation. Enfin, non, pas 300, oui, 240 plus 150. Ouais, plus, voilà. Donc pour isoler les communs et... des communs par rapport au bruit et au froid. Et après, il y a toute l'extérieur isolée par ailleurs. En 120 mm de laine de verre. Oui, ça fait vraiment une belle isolation pour les communs. Ouais. Et entre chaque logement aussi, pareil? Alors, on a fait, pas du dernier, on a fait en fait les plafonds de chaque logement. Du coup, on n'a pas fait le plancher, on a fait le plafond. Donc les plafonds sont isolés entre chaque... Il y a juste le plafond des garages qu'on n'a pas fait là. Pareil, le DPE un peu rien, on aurait pu le faire peut-être pour gagner net. Isoler le plafond là. Ouais. Le plafond en haut est isolé, mais le plafond du garage c'est le seul qu'on n'a pas isolé. C'est peut-être le truc qu'on aurait pu faire en plus. Il n'y a pas de logement dans le garage, c'est plus pour le thermique. Sachant que c'est un garage béton. Bon, oui, c'est assez... Et voilà, entre chaque logement, donc une bonne isolation au niveau du plafond. Après, c'était des planchers béton, à part la partie à droite là. Je vais juste faire une petite parenthèse sur ça. Après, c'est des planchers béton, donc le son passe moins. Oui. Et juste pour la petite parenthèse, en fait, je ne l'ai pas connu, mais avant, c'était 2 maisons. Voilà, on voit la démarcation. Ah oui, d'accord. Le propriétaire, c'est 2 maisons qui ont été achetées. Et en fait, maintenant que tu le dis, on le voit. Voilà, c'est 2 maisons. La petite et la grande, ça fait des années qu'ils sont ensemble, dans un seul et même lot. Au cadastre, c'est tout ensemble et tout, etc. D'accord. Et donc, il y a des petits paliers, des différences de niveau. Là. On le voit un petit peu par rapport à la fenêtre qui est plus basse là. D'accord. Et donc ces parties-là, c'est les parties chambre, cuisine Alors il y a un peu de tout. Là, il y a salle de bain avec une petite blindée derrière. D'accord. Là, il y a un bureau, si je dis pas de bêtises, parce que tu vas voir, alors, sur celui-là, ce logement du milieu, cette pièce, elle est un peu dans les communs, on va y passer devant. Mais j'étais obligé de l'allouer à ce logement-là parce qu'il fallait que je fasse des surfaces de plus de 40 mètres carrés. Ouais, ça c'était l'urbanisme. Ouais, c'est il y a l'urbanisme qui oblige donc local poubelle qui est juste là. D'accord. Il n'y a pas de poubelle, mais bon, bref, local poubelle. Pour pas laisser les poubelles dehors. Mais en plus, il n'y a plus de poubelle, c'est des gros conteneurs qui sont obligés de prendre dans la main. Bon, bref. D'accord. Il n'y a plus de poubelle. Bon, ils font local poubelle. Et deuxième contrainte, c'est 40 mètres carrés minimum, habitable. Donc là, j'avais 35. Et j'avais cette pièce qui était, on va le voir en montant les communs, qui était un peu en dessous. Donc j'ai vu avec l'urbanisme et tout, en fait, pour aller dans cette pièce. Celui qui a cet appart, il doit passer par les communs pour aller dans cette pièce que j'ai mis en bureau. Sachant que les gens ont mis un enfant dedans, je crois. Chacun fait ce qu'il veut chez lui. Mais à la base, comme ça, ils sont tranquilles. Sinon, dans la cave aussi. Moi, je dirais. Du coup, c'est un bureau, il y a le chauffage, j'ai mis les RJ40, enfin, j'ai mis la fibre, j'avais tout tiré dedans. Et il y a le chauffage, il y a tout ce qu'il faut. Et là-haut, c'est une chambre. Là. Chambre, bureau, salle de bain. Et après, là, dans les autres, les chambres sont là-dedans. Très bien. Et voilà en gros le truc. Très bien. Bon, on va voir un petit peu les communs. En fait, ce qu'on peut voir, de toute manière, je pense qu'on aura mis quand même pas mal d'images au cours de la vidéo pour illustrer. Donc ça c'est pareil, je suppose que les sonnettes c'est toi qui as mis. Ouais, c'était un peu. Installé ça. On avait la chance d'en avoir
d'avoir une sonnette qui arrivait là, donc on a réussi à la diviser en passant par les murs, par les trucs. D'accord, parfait. Un petit lave-main pour se laver les mains quand on rentre. À l'ancienne. Ouais, on l'a laissé, il était joli. Ouais, c'est joli, c'est sympa, bien sûr. Très sympa. Donc là, on voit bien la démarcation entre les deux bâtiments. Exactement. Là, on arrive dans l'autre. Cette pièce qui est le local poubelle, mais qui est inutilisée du coup parce qu'il n'y a pas il y a rien de truc. Là, du coup, c'est le garage qu'on a aménagé en 3 caves. Ah oui, très bien, parfait. Donc, ça, c'est une bonne idée. Hein. Ouais, elles font 8, un peu plus. Non, elles font 8 mètres carrés chacune. Donc chacun a sa cave. Et on a profité de ces caves pour nous mettre les cumulus dedans pour gagner de la place dans les salles de bain. Comme on a fait des salles de bain de 3-4 mètres carrés. D'accord, intéressant. Un peu plus, ouais, entre 4 et 5 plutôt, au lieu d'avoir un gros cumulus. On a mis des gros cumulus. Bon, oui, bien sûr. C'est un peu tapé sur le doigt par le DPE, mais c'est des cumulus de 200 litres. Oui. Ils sont assez gros, donc si tu mets ça dans une salle de bain, de suite, t'amputes 1 mètre carré. Quoi. Oui, mais complètement. Après, bon, de toute manière, tant que tu en D, c'est déjà, déjà très bien. Hein. Voilà, le bâtiment est entièrement isolé. Bon, ouais, c'est ça. Voilà, après, ils ont leurs règles. Donc ça, c'est une super idée parce que c'est vrai que dans les appartements qui n'ont pas de garage, d'avoir une cave. Ouais. Et là, après, c'est un peu pour faire ici, mettre des scooters. Je pensais que je pensais que je suis pas. C'est une très bonne idée, je trouve. Voilà, aménager le garage en 3 caves, que chaque appartement ait un espace de rangement. Voilà, c'est chacun sa cave. Pourquoi t'as le compteur ici, du coup? C'est le commun, celui-là, du coup. Ah, c'est les communs. Ouais, c'est le commun, le compteur qui était déjà existant et le commun. D'accord, très bien. Bon, ça, c'est pas moi qui ai fait, du coup. Ça, c'est la fibre qui a été posée. Alors ça, voilà, ça c'est le gros problème. Voilà, elle est carrément... Ah non, elle n'est pas pétée. Ah ouais, elle tient vraiment... T'es filmé. Si on verra quelque chose. Elle est vraiment très très fine. Hein. Là, il y a vraiment... qui a travaillé bien, je crois, c'est lui. Parce que moi, je voulais qu'il passe les 3 par là. J'avais fait déjà moi le truc. Mais il y en a un qui l'a suivi, mais lui, il n'a pas suivi. Il est passé là, je sais pas ce qu'il a fait. Alors ça, tu vois, c'est un petit truc que tu aurais peut-être pu prévoir. Sans vouloir faire de remarques, mais ça, c'est effectivement le problème, c'est qu'ils sont obligés de passer dans les communs quand on l'a pas anticipé. Et par expérience maintenant, mais c'est vrai que c'est parce que j'ai plein d'immeubles où les fils passent comme ça que je dis ça aujourd'hui, évidemment, c'est de prévoir une gaine quand on refait tout, qui part d'en haut, qui dessert chaque appart et qui arrive au niveau effectivement des communs pour que chaque fournisseur puisse passer sa gaine de fibres et éviter de faire des trucs, parce qu'il y en a 2, 3, chacun va passer par des endroits différents. Et encore, on n'est pas obligé, bon c'est 10 fois mieux ce que tu dis, mais on n'est pas obligé d'amener jusqu'ici la fibre. Hein. Ils peuvent de même monter jusqu'à chaque... Enfin en théorie, c'est eux qui montent jusqu'à chaque appartement. Nous, on leur a facilité, et encore c'est dégueu comme tu dis, mais on a fait sortir, là, les 3 fibres étaient distinguées, chaque appartement était là. J'avais parlé avec un mec de Orange, il m'a dit non, nous... il faut qu'on puisse rentrer dans la maison, donc je leur avais mis le PTT, enfin les trucs vertes comme ça, ils savent que c'est à eux. Ouais. Mais c'est eux qui rejoignent en théorie le logement. Le logement. Mais oui, mais pour rejoindre le logement, ils vont devoir passer dans les communs, un peu n'importe comment. Ouais. C'est ça que je dis, c'est dans les communs de faire une gaine où tout le monde va pouvoir passer dedans et qui arrive jusque là. Ouais, mais là, moi, nous le manque, c'est ça, c'est que ça n'arrive pas jusque là, quoi. Nous, ça s'arrête là et là, à partir de là, tu le vois. Mais là, ici, c'est moi qui ai fait venir ici. Ah, ben t'as bien fait les choses en fait. Ouais. moi j'ai fait venir les 3 là, les 3 blancs, c'est moi. Tu me rattrapes alors, c'est très bien. Les 3 tout fait venir ici. C'est noir. C'est juste cette partie-là qu'il faut. Ouais, mais en fait, moi je voulais qu'il passe par là, comme nous. Le blanc, c'est le nôtre, c'est celui que j'ai posé moi, le blanc. Et le noir, c'est ceux de l'extérieur. D'accord, j'ai compris. Et en fait, nous, on est arrivé là avec les 3 bien délimités, tout ça. Mais il y en a qui vont plus simple, quoi. Ah, je vois. Et du coup, c'est vrai que le blanc, en fait, c'est des boîtiers comme ça qu'ils ont après chacun dans leur truc, mais là, celui-là, il doit être un peu court. Bah, s'il passait par là, il serait pas court. Mais là, je sais pas par où il est passé. Et même avec le sien, lui, il aurait pu faire. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, mais s'il fait propre là, ces longueurs, ça leur coûte rien à eux, ces fils. Bon. Et mais s'il se dispute avec son voisin pour l'embêter, un coup de ciseau, plus d'internet. C'est ça. Donc, non, il y a un truc pareil pour la demande. On a dû se battre avec un peu pour augmenter le nombre de branchements fibres, ça a été assez long. Parce qu'il n'y en avait qu'un. Voilà. Donc ça, techniquement, là, les descentes qui arrivent là, ça c'est super aussi, tout en PVC. Tout en PVC, et il y a 2 descentes. Il y en a une là qui prend 2 logements, et dans dans la dernière cave, il y en a une qui prend le même de cette cave. Alors c'est comme ça,
on a repris l'existant. On a un truc, il y en aurait qu'une, ça aurait marché très bien. On en a deux, ben, ça descend, même si c'est fait exprès, c'est du sang. Ouais, bon, il y a le 40 qui descend, mais voilà, c'est du sang. Et... Ouais, top. Mais ça, dès qu'on a une fuite ou quoi, le PVC c'est top. Ouais, parce qu'avant, c'est des. Je suppose que c'était de la fonte peut-être. Amiante, ouais. Amiante en plus. On a tout enlevé, il y avait de l'amiante, avec des descentes d'amiante, on a tout enlevé, tout en PVC pour la réparation. Très bien. Là, le plan, c'est que tout ce qu'on a fait, c'est facilement. Enfin, déjà, je sais comment on l'a fait, facilement réparable, etc. Et c'est pas des trucs où. Il y a des boîtes de dérivation un peu partout, il y a les nourrices qui sont accessibles. D'ailleurs, il faudra peut-être que je le ferme en fonction. Mais je vais te les montrer, il y a les nourrices qui sont. Moi, je peux y avoir accès, etc. D'accord. D'accord, donc ça c'est le coffre qui sert à l'alimentation d'Enedis? Non. Non, il y a de l'eau qui monte et de l'électricité qui descend aussi, qui monte. Enfin, il y a un peu de tout au Elec, mais surtout, tu vas voir l'eau, elle est au-dessus principalement. Donc c'est principalement de l'eau pour desservir les 3 apports. D'accord, très bien. Donc là, tu as le premier. Ouais, ok. La pièce que je te disais au milieu. Ah oui, d'accord, ok. Donc ce 2 là, ça correspond avec ça, et le 3 c'est la... Et c'est là qu'on a fermé, tout ça on l'a créé, on a fermé vraiment la cage d'escalier, elle n'était pas comme ça. D'accord, oui, c'était ouvert avec un escalier qui montait exactement ça qui montait. Donc j'ai trouvé du crépi à pinceau, c'est moi qui l'ai, enfin on l'a fait en placo, c'est du placo. Une fois que c'est dur, c'est du placo fermé. Et là, très bien. Voilà, il y a juste les nourrices que j'ai distinguées et j'ai l'antenne. Et si il fallait mettre un ampli, j'avais mis une pression. Ah ouais, très bien. Pareil, ils ont l'antenne, donc ils ont toutes. Enfin, jamais qu'il y ait l'antenne. Maintenant, tout le monde passe par là. Analyse de la partie financière du projet. Donc, on est bien sur un montant d'acquisition de 110 000 euros, auquel il faut ajouter 9 000 euros de frais de notaire. Les travaux qui sont bien sûr minorés, puisque vous avez compris, Mathieu a fait une très grande partie lui-même, qui sont d'un peu plus de 50 000 euros. Le total à financer avoisine les 170 000 euros. Mathieu a mis donc un petit apport dans ce projet, comme ça se fait maintenant habituellement et pour quasiment tous les projets, c'est le minimum d'apport exigé par la banque. 10-15% d'apport, c'est vraiment le minimum. Ce qui fait un emprunt à 150 000 euros sur une durée de 20 ans pour des mensualités de 930 euros. Au niveau donc des revenus locatifs, on se retrouve bien avec 3 appartements T2 avec cave indépendante. Loué indépendamment, donc 485 2 fois et 585, ce qui nous fait un total de 18 660 euros. Donc on se rend compte qu'on a un peu plus de 10% de rentabilité. Encore une fois, cette rentabilité est due également à la partie travaux qui a été extrêmement bien optimisée. Du fait que Mathieu a fait les travaux lui-même. Voilà. Sinon, on serait bien sûr sur une enveloppe d'un peu plus de 100 000 euros. Et donc 50 000 euros de coût total de projet, on serait plus dans les 220 000 euros, ce qui resterait un très beau projet avec une belle rentabilité. Mais voilà, pour que vous puissiez comprendre la réalité de cette rentabilité aussi. Au niveau des charges, donc, on se retrouve avec une taxe foncière à 1 200 euros, un peu d'assurance propriétaire non occupant, la gestion en agence et bien sûr le crédit immobilier, ce qui nous fait un total de 14 490 euros de charges annuelles, pour un revenu donc de 18 660, ce qui nous fait un beau cash flow de 4 170 euros par an. Voilà, un peu plus de 370 euros par mois, donc de cash flow net, sans fiscalité, puisque vous avez compris, il y a quand même un beau déficit à reporter. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur le déficit foncier, où je vous montre la puissance des reports du déficit et l'imputation sur le revenu global qui permet également de baisser sa fiscalité personnelle puisqu'il est doublé sur l'année 2024 et c'est reconduit sur 2025, ce qui permet de faire de belles économies d'impôts. Bon, ben parfait. Merci beaucoup Mathieu pour nous avoir présenté ce beau projet. On a souvent des a priori sur les divisions, des idées plein la tête, que ça va être long, que ça va être compliqué, que ça va être difficile. Donc c'est intéressant d'avoir ton retour d'expérience positif sur une belle expérience réussie et sans grosses difficultés. Comme tu l'as expliqué, il faut s'armer de patience, il faut être organisé. Voilà, ça se fait pas tout seul, mais ça peut très bien se passer, avoir des beaux projets rentables. Ouais. Donc merci pour cette belle présentation, ça donne des idées. Et puis écoute, voilà, s'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, de toute manière on mettra le lien du site internet juste en dessous de la vidéo. Voilà, qu'ils n'hésitent pas à faire appel, tu es disponible pour développer l'activité sur ce secteur, tu es en lancement d'activité, donc justement
j'ai déjà eu Projet Locatif qui m'ont envoyé 2 prospects. De mon côté, un petit peu, voilà, j'ai des gens potentiellement intéressés qui aimeraient travailler avec moi, mais voilà, c'est dans le lancement, donc pas hésiter. Je suis à 95% sur Projet Locatif. J'ai une autre activité qu'on a vue en début de vidéo qui me prend un jour par semaine, donc un jour par semaine, ça me laisse pas mal de temps pour le reste. Donc voilà, j'ai pas mal de temps à consacrer à l'aide et aux conseils sur les investissements avec Projet Locatif. C'est super, puis avec une belle expérience travaux et de secteur. Donc, c'est ça, c'est le secteur. N'hésitez pas à me contacter. Juste pour échanger, des fois ce que je dis, c'est juste pour commencer par échanger, après on verra ce qu'on fait. Tout à fait. Mais de toute manière, nous on facture qu'au résultat. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas de résultat, tant que vous n'êtes pas propriétaire, on va dire que la mise en relation est gratuite, l'accompagnement est gratuit, jusqu'au moment où on devient propriétaire, éventuellement, et c'est tout ce que je peux vous souhaiter de toute manière. De mieux dans votre vie, c'est de passer à l'action et de ne pas forcément attendre les futures baisses de taux, etc., les changements politiques. Il y aura toujours des événements. Voilà, on s'adapte et on avance. Il ne faut pas attendre trop, parce que quand on dit le meilleur moment pour investir, c'était hier, et le nouveau meilleur, c'est aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Plus le temps passe, plus on capitalise, on est toujours gagnant. Exactement. Merci d'avoir regardé la vidéo, et puis à bientôt. Pensez à vous, passez à l'action. Ciao les investisseurs. Merci.